À la une de cette édition du journal, elles sont présentées comme un succès diplomatique à charge du président de la République. Les élections de la RDC comme vice-président de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU et comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Mais que vraiment peut faire la RDC? Aura-t-elle tous les moyens de sa politique? Forces et faiblesses dans ce journal. On va aller directement dans le Kasaï oriental dans ce journal vers la fin où 4 députés provinciaux ont été destitués de leurs fonctions. Ils sont accusés de détournement supposé. On en saura plus dans ce journal. Et en séjour à Paris, l'expertise de Jean-Marie Kassamba a été reconnue à RFI. Le patron de Télé 50 et président de l'UNPC Kinshasa a partagé son parcours aux jeunes journalistes de la chaîne de Radio France au cours d'une visite qu'il a effectuée au sein de cette entreprise de médias internationale. Et en Côte d'Ivoire, 4 figures majeures de l'opposition qui étaient provisoirement absentes de la liste sont définitivement radiées selon la commission électorale indépendante. Il s'agit notamment de Tidjam Thiam, principal parti de l'opposition avec le PDCI, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais, à la une, on va commencer par le chef de l'État plutôt. Félix Tshisekedi a pris part active par visioconférence à une réunion d'urgence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine convoquée par le président zambien Hakainde Hichilema. Cette rencontre virtuelle a rassemblé près de 10 chefs d'État, 10 chefs de gouvernement et des ministres membres de l'Union africaine. De plus en plus des pays africains sont touchés par cette maladie, le choléra. La rencontre a tourné essentiellement sur la situation sanitaire qui sévit actuellement en Afrique suite à l'épidémie de choléra. À ce jour, plusieurs pays africains sont touchés par cette maladie, une situation de plus en plus préoccupante. Le président Hakainde Hichilema a convoqué cette séance de travail avec les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, pour convier tous les chefs d'État à prendre un engagement sur plusieurs points. Pour le président zambien, il convient d'élever la coordination au niveau régional, faire un plaidoyer sur les financements pour que tous les pays s'engagent à financer de manière solide la lutte contre le choléra par la production locale de vaccins contre cette épidémie et enfin favoriser l'accès aux vaccins contre le choléra. Dans son intervention, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a montré les avancées significatives qui ont déjà été enregistrées en RDC, notamment l'existence du plan de lutte contre le choléra entériné depuis 2017 avec la vaccination de plus de 7 millions de personnes à travers le pays. Cette réunion illustre la volonté de dirigeants africains de conjuguer leurs efforts face aux crises sanitaires en misant sur une approche continentale unifiée et proactive. Du haut de son parcours international, auréolé par le passage dans plusieurs chaînes de grande renommée mondiale, le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a effectué mercredi une visite de courtoisie à RFI où il a partagé son expertise aux journalistes œuvrant dans ce média français qu'il a rencontré et qu'il a aimé justement de discuter avec. Après l'annonce de l'ouverture de Télé 50 Paris, le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, a profité de son séjour sur les sols français pour visiter les installations des Radio France Internationales. Salutations chaleureuses, sourires aux lèvres, les personnels de ces médias, honorés de la visite du président des journalistes de Kinshasa, ont fait faire à Jean-Marie Kassamba les tours de leur boîte. Voilà mon ami Namori Dosso, l'excellentissime... voilà les débats africains, les éditions, TV5 Monde. Il faut l'aimer. Oh non. Il faut pas le redouter parce que... Écoutez-moi déjà, ce serait pas mal. Hein? Et on verra après. Bastien Ligodi, correspondant des RFI à Kinshasa, en séjour à Paris, n'a pas manqué l'occasion de faire connaître la grandeur titanesque de Jean-Marie Kassamba auprès de ses collègues. Vous avez le meilleur des journalistes congolais. Non, c'est pas vrai. À la rédaction des RFI. Il connaît les dessous, il connaît tout le monde, mais il est d'une humilité exceptionnelle. Alors ça c'est sûr. Voilà. Et
il est écrivain, il est journaliste, il connaît tout le monde, mais il gonfle pas. Et on est fiers. Voilà. Merci. Juste après RFI, direction l'ambassade de la RDC en France où Jean-Marie Kassamba a échangé avec quelques personnalités avant de finir sa journée autour d'un repas. C'est vrai. Bon appétit. Je le disais en titre, l'élection de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent est-elle vraiment un succès diplomatique? Que peut faire changer la RDC? Qu'est-ce que c'est justement ces membres non permanents? On décrypte les forces et faiblesses de ce retour tant vanté de la RDC sur la scène internationale dans ce commentaire. Et comme je disais, la RDC a été élue à la fois comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais en quoi tout ceci pourra-t-il profiter justement au pays? Cette fois, c'est avec un expert que l'on discute, Henri Désiré Nzouzi, producteur du JT diplomatique et analyste géopolitique depuis Bruxelles, est en ligne avec moi. Bonjour Monsieur Mbouyi. Quel est le rôle d'un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU plutôt d'entrée des jeux? Oui, bonjour, merci infiniment de m'accueillir et merci pour la question. Alors le rôle effectivement d'un membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien c'est tout simplement de participer activement aux décisions et aux discussions concernant le maintien de la paix et la sécurité internationale. Alors bien que les membres non permanents ne disposent pas du droit de veto, eh bien ils ont le droit de vote et peuvent donc influencer les résolutions et les débats, car ils représentent les intérêts de leur région et contribuent donc à la prise de décision collective. Alors, je rappelle par ailleurs, parce que ça me paraît important, que la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU tourne chaque année entre 5 groupes géographiques, l'Afrique, l'Asie, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que l'Europe de l'Ouest et les autres. Mais le président est secondé par 21 vice-présidents, dont fait partie la République démocratique du Congo. Alors, en quoi ces élections, à la fois comme vice-présidente de la 80e session générale de l'Assemblée générale de l'ONU, mais aussi comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, peut-elle nous être bénéfique au regard du contexte sécuritaire actuel? Vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que l'élection de notre pays comme membre non permanent peut être bénéfique à plusieurs égards, notamment dans le contexte des défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. Il y a d'abord la visibilité et le plaidoyer. Notre pays pourra utiliser cette plateforme pour attirer l'attention internationale sur des défis sécuritaires qu'elle traverse, notamment les conflits armés, les violences communautaires et bien évidemment l'instabilité à l'est de notre pays. Cela pourra inciter la communauté internationale à accroître son soutien et à mobiliser des ressources pour aider à résoudre ces problèmes. Deuxièmement, j'y vois également une possibilité d'influence sur les décisions. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, la RDC peut participer directement aux discussions et aux décisions concernant les opérations de maintien de la paix, ainsi que les sanctions, même si on sait que c'est pas toujours évident de les faire appliquer. Cela permettra à notre pays de plaider pour des mesures adaptées à ses besoins spécifiques, mais aussi de s'assurer que les résolutions prennent en compte les réalités sur le terrain, ce qui n'est pas toujours, je dirais, évident. J'y vois également un renforcement de la légitimité, parce qu'au fond, la position de la RDC au sein des organes clés de l'ONU renforcera sa légitimité sur la scène internationale. Cela pourra améliorer sa capacité à négocier des accords de paix, à obtenir des soutiens politiques, mais aussi à renforcer ses relations bilatérales et multilatérales. En termes de coordination régionale, je pense aussi que la RDC a, je dirais, une belle opportunité à saisir. Notre pays peut jouer un rôle de coordination avec d'autres pays africains et membres non permanents, c'est le cas notamment du Libéria, pour promouvoir des solutions régionales aux conflits. Cela pourra inclure la facilitation de dialogue, la promotion de la coopération transfrontalière et pourquoi pas le soutien aux initiatives de paix locales. Enfin, je vois un renforcement des capacités pour notre diplomatie parce qu'au fond,
L'expérience acquise en siégeant au Conseil de sécurité et en participant activement aux travaux de l'Assemblée générale pourra renforcer nos capacités diplomatiques et institutionnelles. Cela pourrait également contribuer, je dirais, à une meilleure gestion des crises internes et peut-être à une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques de sécurité. Bref, vous l'aurez compris, l'élection de la RDC à ce poste stratégique offre une opportunité unique pour le pays de faire entendre sa voix, de mobiliser des soutiens internationaux et de contribuer efficacement à la résolution des défis sécuritaires que nous affrontons, tout en renforçant notre rôle et notre influence sur la scène mondiale. Merci beaucoup Henri-Désiré Nzouzi pour toutes ces précisions. On s'en va maintenant au Sénat. 5 projets de loi ont été validés grâce à l'implication du ministre des Finances Doudou Fwamba devant les élus des élus. Il a rassuré sur la question de renforcer la Caisse nationale de péréquation. Parmi les textes validés à la Chambre haute du Parlement, 4 projets de ratification d'ordonnances présidentielles portant sur les accords des prêts, ainsi qu'un projet de loi modifiant la législation sur la lutte contre les blanchiments des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes et des destructions massives. Ces lois s'inscrivent dans la vision des développements du président Félix Tshisekedi et visent notamment la construction et réhabilitation d'infrastructures d'eau potable dans le nord Ubangi, sud Ubangi et la Mongala, l'appurement des dettes envers les sociétés pétrolières, le renforcement du cadre légal anti-blanchiment conformément aux recommandations du GAFI et du groupe Edmond. Et il y a aussi eu les débats sur la Caisse nationale des péréquations. Interpellé par le sénateur Lutundula, le ministre Doudou Fwamba a affirmé la volonté du gouvernement, sous la coordination de la première ministre et le leadership du chef de l'État, de rendre effectivement opérationnelle la CNEP créée depuis 19 ans par la Constitution. Malgré les contraintes financières et sécuritaires, un atelier de réflexion sera organisé prochainement pour statuer sur l'architecture de la CNEP. À la suite de cet atelier, un premier décaissement de 20 millions de dollars est prévu au second semestre 2025. La CNEP est un organe de financement et non une unité de gestion des projets, a insisté le ministre. Le sénateur Lutundula a salué la franchise et l'esprit constructif du ministre tout en appelant le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de la CNEP pour réduire les inégalités entre les provinces. Et puis la dégradation de la situation humanitaire en RDC préoccupe ces pays voisins et même au-delà. Les Émirats arabes unis ont profité de la journée internationale des enfants victimes innocentes des conflits armés et de guerres dans le monde pour apporter une aide humanitaire en faveur des déplacés internes. Son itinérance a un impact visible dans les Tanganyika, à Kalemi le 21 et 23 mai dernier, où Nathalie Aziza Mounana a remis des chaises en lieu et place des pierres à l'école primaire Kalemi, vient de déclencher une action humanitaire des Émirats arabes unis en faveur des enfants victimes innocentes des conflits armés et des guerres dans le monde. Ce mercredi 4 juin, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, femme dévouée pour sa nation, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, Anwar Barout al-Baroudi. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont discuté des modalités, les voies et moyens de raffermir la coopération bilatérale entre les deux pays amis, notamment dans les domaines de l'aide humanitaire. Faisant suite à la situation humanitaire dans l'Est, les Émirats arabes unis sont venus remettre une enveloppe consistante pour assistance humanitaire des déplacés internes dans l'Est du pays. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence Aziza Nathalie Mounana. À l'issue de cette rencontre, nous avons discuté des modalités, les voies et moyens de raffermir la coopération bilatérale dans les domaines de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, 4 juin, nous célébrons la journée internationale des enfants victimes innocentes des conflits armés et des guerres dans le monde. Cette assistance des Émirats arabes unis témoigne de leur solidarité
et de leur soutien à ces groupes d'enfants victimes de violences et de souffrances dans l'Est du Congo. Certes, cette aide humanitaire des Émirats arabes unis contribuera à créer pour ces enfants un environnement sûr qui leur permettra de grandir et de se développer et leur offrira un environnement digne et sécurisé où règne la paix. Cette coopération s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'aide étrangère des Émirats arabes unis en faveur des populations défavorisées. Pour Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, ce geste va donner un plus aux enfants qui sont le Congo de demain. Et c'est une réponse aux besoins humanitaires qui se posent avec acuité. Réunis dans la salle Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères ici dans la capitale, les chefs coutumiers venus des 26 provinces du pays ainsi que les ressortissants du Grand Kivu ont pris part ce mercredi à une concertation inédite face à la persistance du conflit dans l'est du pays. La notabilité de cette région a exprimé des vives préoccupations concernant la situation des déplacés de guerre, le cadre du dialogue national ainsi que l'attitude des acteurs politiques. Des recommandations fortes ont été formulées, notamment la revendication d'une représentativité active du Grand Kivu dans le processus de paix. C'était dans la salle du Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères qui s'est déroulée la concertation de la notabilité et communauté Grand Kivu. Y ont pris part des chefs coutumiers venus des 26 provinces ainsi que des ressortissants de l'Est bloqués à Kinshasa en raison de la guerre qui sévit dans cette partie du pays. La notabilité communauté Grand Kivu a organisé une tournée auprès de pays amis, ce qu'ils appellent amis de la RDC, des pays forts qui ont un lien avec la RDC. Nous avons rencontré avec une délégation constituée des amis du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema, avec les présidents des communautés, quelques-uns qui sont avec vous ici, l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur de l'Allemagne. Dans son discours, les présidents et porte-parole de la notabilité et communauté du Grand Kivu, Joseph Nkinzo, a soulevé 3 points majeurs qui préoccupent l'esprit des ressortissants de cette région. La situation des déplacés des guerres, les cadres organisationnels du dialogue et l'attitude des politiciens face à la situation actuelle. Nous avons profité de cette occasion pour féliciter le président de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tout son gouvernement, sans oublier la ministre des Affaires étrangères, pour tout ce qu'ils ont fait afin de remonter le niveau de diplomatie congolaise où on vient d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous estimons qu'à travers le dialogue national inclusif, nous pouvons résoudre les problèmes internes et ramener tout le monde autour d'une table. Et il s'est toujours ouvert hier mercredi la première session de l'Académie parlementaire. Ces assises réunissent élus, experts et représentants des communautés autochtones autour des enjeux cruciaux liés aux droits humains, à la biodiversité et au climat. Cette initiative vise à renforcer les capacités des parlementaires congolais en matière de législation environnementale et sociale en s'appuyant sur les engagements internationaux ratifiés par la RDC. C'est à Kinshasa que s'est ouvert l'atelier de la première session de l'Académie parlementaire pour la légalisation en faveur des droits des communautés autochtones et locales, la biodiversité et les climats en RDC, réunissant les députés nationaux, les autochtones et les experts en matière d'environnement. Ces assises importantes pour l'avenir de ces peuples. Alors, quand un député national a une information, soyez certain que plus de 1000 personnes de son territoire pourra être informé, de son entourage pourra être informé. Mais par moment, nous avons remarqué depuis un temps que les députés ne sont pas bien associés dans la démarche de la bonne gestion de notre environnement.
Cette première session de l'Académie parlementaire vise à outiller les parlementaires sur les accords internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones, la biodiversité et les climats ratifiés par la RDC. Nous avons estimé que la mise à niveau des députés est une occasion importante et nous n'allons même pas seulement nous arrêter pour cette première édition. Ça sera 6 éditions pendant cette législature à raison de 2 éditions par an et qui s'alignent avec les 2 sessions parlementaires, la session de mars et la session de septembre. À la fin de cette première session, les élus seront capables d'assimiler les notions des bases sur les accords internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones et des communautés locales ainsi qu'à l'environnement en RDC. Et l'appel lancé lundi par l'opposant Martin Fayulu continue de faire réagir. Le président du parti Orange, Fiyou Ndodomboni, l'un des initiateurs de l'idée de la cohésion nationale, félicite le courage de Martin Fayulu qui vise à privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel et remercie le chef de l'État pour son esprit d'ouverture et sa disponibilité concernant l'unité et l'intérêt du peuple congolais. On l'écoute dans cet extrait choisi par Etienne Tambwa. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a toujours survécu depuis des décennies face à toute menace qui cherche à le déstabiliser. Aujourd'hui encore, les ennemis de notre peuple justifient leur action de la violation de la Constitution, de pillage, de viol, du fait d'une affaire qui oppose les Congolais entre eux, ce qui est totalement faux. Voilà pourquoi le parti Orange salue à sa juste valeur l'esprit hautement patriotique du président national de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, qui, au-delà de sa personne, a pris le courage de privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel au profit de l'intérêt général. Nous pensons que cela peut être possible pour tous les autres acteurs à emboîter le pas de manière à bâtir une véritable paix durable pour le Congo de nos enfants. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour sa grandeur, son esprit d'ouverture, sa disponibilité permanente pour tout ce qui concerne l'unité et l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qui a justifié son accord à cette initiative. Ainsi donc, le parti Orange lance un appel solennel ce jour à tous les acteurs politiques, à la société civile tout entière et au peuple congolais à soutenir cette initiative qui va être un élément déclencheur à l'ouverture d'une page nouvelle qui va consolider notre cohésion nationale. Kasaï oriental, 3 ministres provinciaux ont été évincés pour détournement supposé, accusés d'avoir détourné près de 100 000 $ américains destinés à un projet agricole. 3 membres du gouvernement de cette province ont été révoqués, je le disais, par le gouverneur intérimaire. Une décision prise à la suite d'une mise en accusation de l'Assemblée provinciale est désormais suivie par des poursuites judiciaires. On passe à présent à l'actualité en Afrique présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. 4 figures de l'opposition sont exclues de la liste électorale définitive publiée mercredi. Il s'agit de Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro. 4 figures majeures de l'opposition ivoirienne sont exclues de la liste électorale définitive pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Selon la commission électorale indépendante, CEI en sigle. Ces exclusions soulèvent des inquiétudes quant à l'exclusivité du processus électoral et à la stabilité politique du pays. Dans cette liste, l'on retrouve sans aucune surprise Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et ancien PDG des Crédit Suisse.
La justice ivoirienne a estimé qu'elle détenait la nationalité française au moment de son inscription. C'est ce qui contrevient à l'article 55 de la Constitution, exigeant que les candidats soient exclusivement des nationalités ivoiriennes. Bien que Thiam ait officiellement renoncé à sa nationalité française en mars 2025, cette décision n'a pas été prise en compte par la CEI. Il a dénoncé cette exclusion comme une manipulation judiciaire et a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour contester la décision. Dans cette même liste, l'on retrouve également l'ancien président Laurent Gbagbo qui a été condamné à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010 et 2011. Bien qu'acquitté par la Cour pénale internationale et rentré en Côte d'Ivoire en 2021, il n'a pas bénéficié d'amnistie présidentielle. C'est ce qui empêche sa réinscription sur la liste électorale. Son ancien Premier ministre Charles Blé Goundé a lui été exclu suite à sa condamnation de 20 ans de prison pour des faits similaires. Malgré également ce retour en Côte d'Ivoire en 2022, il demeure radié de la liste électorale pour les mêmes raisons que Gbagbo. Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre et chef de la rébellion en exil depuis 2019, il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2021 pour atteinte à la sûreté de l'État, ce qui le rend inéligible. L'exclusion de ces figures majeures de l'opposition pourrait exacerber les divisions et compromettre la crédibilité du processus électoral. Voilà qui nous conduit à passer à présent au rappel des titres de ce journal. Elles sont présentées comme un succès diplomatique mis à charge ou justement imputé au président de la République les élections de la RDC comme vice-président de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, mais aussi comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette position et ce retour diplomatique au niveau international pourraient être entachés si et seulement si la RDC ne parvient pas à résoudre ses problèmes internes, notamment la guerre d'agression. Et au Kasaï oriental, 4 députés provinciaux ont été destitués de leurs fonctions. Ils sont accusés de détournement supposé. En séjour à Paris, l'expertise de Jean-Marie Kassamba a été reconnue à RFI. Le patron de Télé 50 et président de l'UNPC, Kin Chassa, a partagé son parcours aux jeunes journalistes de la chaîne de radio française au cours d'une visite qu'il a effectuée au sein de cette entreprise de médias professionnels. En Côte d'Ivoire, 4 figures majeures de l'opposition qui étaient provisoirement absentes de la liste sont définitivement radiées selon la commission électorale indépendante. Tidjane Thiam du principal parti d'opposition PDCI, Laurent Gbagbo, ancien chef d'État du PPA-CI, Charles Blé Goundé du COGEP et Guillaume Soro sont éliminés de la course à la magistrature suprême. On va passer à présent à la revue de presse. Restez avec nous. Et exceptionnellement pour ce jeudi, nous allons lire les journaux parus avec Nathan Diamouete qui est déjà entré. Il est là, très bien habillé comme d'habitude. Bonjour, Gaëtan. Bienvenue à toi Nathan. Merci beaucoup Gaëtan et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors on va parler d'abord de la mesure très controversée du président du CESAC. Les médias se sont appesantis sur la réaction de Patrick Mouyaya. Et effectivement, Gaëtan Koubabourandi, c'est une décision qui se situe entre la politique et la régulation des médias. La presse en ligne, Wise.cd, ouvre le bal et titre rapidement sur sa une, interdiction des diffusions des activités de Joseph Kabila, une discussion entre le CESAC et les journalistes et recommandé. Un titre d'ailleurs qui ressort de propos du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, cité dans les pages intérieures de ce portail, qui a recommandé des discussions entre Christian Bossembe et le journaliste pour une bonne compréhension, répondant justement aux accusations des violations de la Constitution qui garantit à chaque citoyen la liberté d'expression, rapporte ce même tabloïd. Christian Bossembe a rappelé que cette même Constitution prévoit des restrictions lorsque l'exercice de cette liberté porte préjudice à autrui ou même à l'ordre public. De l'autre côté, FM TV, Gaëtan Koubabourandi écrit sur sa une: c'est ça que Christian Bossembe fait marche
marche arrière après plusieurs critiques sur sa décision. Le portail souligne tout d'abord qu'il semble que cette annonce ait été faite avant la tenue de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça qui a finalement rendu public sa décision mise à jour et met également en exergue le propos de Christian Bossembe. Je cite, « Nous n'avons pas interdit de citer le nom de Kabila, sinon moi-même je ne l'aurais pas fait », a déclaré le président du CESAC, précisant par ailleurs, c'est que nous défendons, c'est l'apologie du crime. Opinion Info intensifie en précisant que pour cet animateur principal de l'institution d'appui à la démocratie, il ne faut pas que l'on confonde les choses. Aucune interdiction n'a été faite sur les réflexions et analyses concernant M. Joseph Kabila. Autre chose dans cette affaire, Gaëtan Kubaburundi, c'est cette caricature publiée par Média Pro. Visiblement, vous voyez avec moi le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et le président du CESAC, Christian Bossembe. Cette caricature nous laisse comprendre tout simplement que sous tension, après sa décision d'écarter Joseph Kabila et le PPRD des médias, le CESAC fait marche arrière. L'autorité des régulations a maintenant clarifié que ce n'était pas une exclusion directe, mais une interdiction explicite de toute glorification des actions de l'ancien président dans les médias. Cette initiative, qui n'est d'ailleurs pas appuyée par le gouvernement congolais, fait face à une impopularité générale. Justement, suivant cette logique dans la caricature de Christian Bossembe, il faudrait interdire aussi que l'on dise le nom de Kaméré. Il y en a qui ont confondu Kaméré à Kagame, justement. Et voilà, justement, ce que j'allais dire, aller plus loin, le président rwandais. Oui, justement. Alors, on va passer au deuxième sujet, sécurité aux États-Unis. Les ressortissants de 12 pays, vous allez nous les citer, dans le Congo-Brazzaville sont interdits justement de passage sur le sol du président Trump. Exactement, Gaëtan Kourobondi, nous lisons rapidement les échos du Congo-Brazzaville.com. Congo-USA, le Congolais font partie de ressortissants de 12 pays interdits d'entrer aux États-Unis par Donald Trump pour cause du terrorisme. Là, eh bien, la République du Congo qui est également parmi ces pays frappés par cette décision du président américain. Le portail relève dans ses colonnes intérieures que même si Brazzaville n'a pas encore réagi officiellement, de nombreux Congolais se demandent s'il ne s'agit pas d'une erreur nominative, à moins que les services de l'administration Trump n'aient produit des rapports erronés en toute méconnaissance des bases sociologiques congolaises. Le terrorisme n'est ni dans le mœurs, ni dans la culture congolaise, encore moins les idéologies y courant. Ce portail renchérit que le président Trump, habitué aux frasques qu'on lui connaît, veille bien interdire aux Congolais d'entrer dans son pays. C'est son droit le plus absolu. Mais de là à stigmatiser un pays sans apporter la moindre preuve, autant des questions se bousculent sur la lucidité d'esprit ayant préfiguré pareil. Gaëtan Kourobondi, cette interdiction qui sera d'ailleurs effective le 9 juin prochain, précise Radio RTN, qui souligne également que l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour cette douzaine de pays est motivée par l'attaque dans le Colorado, a suggéré le président américain. Selon la Maison-Blanche, l'auteur présumé de l'attaque était sur les territoires américains de manière illégale, conclut ces tabloïds. Voilà qui met fin à notre vue de presse de ces jeux. Je peux me permettre de prendre la défense des Congolais d'en face, nos voisins. Allez-y, Gaëtan, ce sont nos frères congolais. Il n'y a pas de terrorisme dans le Congo, et les Congolais de Brazzaville ne sont pas non plus des terroristes. Alors surtout que nous, en RDC, on est sur un gros deal avec les Américains. Les Américains plutôt, pas moyen que l'on soit sur cette liste aussi. Si ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes épargnés. Peut-être une erreur, je ne sais pas de qui, des quoi. Merci Nathan Diamoté pour cette revue de presse. C'est par ici donc, vous l'avez compris, que va se refermer complètement ce journal. Merci à vous aussi pour l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.